avec la dernière salve de présentation de l'après-midi et la dernière table ronde. Avant de débuter cette dernière session, je souhaiterais représenter le modérateur, animateur de cette table ronde et des discussions, donc Marc Robin, qui est ici présent, professeur des universités à l'Université de Nantes, et également donc responsable de l'Observatoire des risques côtiers région Pays de Loire, coordinateur du réseau national des observatoires du trait de côte et membre du conseil scientifique du Conservatoire du littoral. Marc Robin, Marc, je te passe la parole. Merci Mathieu. D'abord, je vous remercie de votre invitation. Et donc on engage la troisième séquence de cette journée, donc consacrée à la biodiversité et humain. Quelle incompatibilité, quelle place pour des interactions avec les écosystèmes au cours de l'Anthropocène. Quand on a assisté à l'ensemble de la journée, effectivement, on se rend compte que la question homme-milieu, enfin de la relation entre les hommes et leur milieu sur un temps long est une question éminemment complexe et vaste. Alors ceci dit, une fois que j'ai dit ça, j'ai enfoncé une porte ouverte. Mais le problème, c'est que déjà, un certain nombre d'aspects de la question ont déjà été largement abordés dans les présentations précédentes et dans les tables rondes précédentes. Et tout cela fait effectivement l'objet de nombreuses recherches, dont la compilation des programmes du travail de l'ANR, donc le cahier thématique, donc se fait largement l'écho. Cette question de la relation au milieu est d'autant plus prégnante qu'on est dans un contexte de pression anthropique inégalée depuis le début de l'Holocène, et on est dans un contexte aussi d'une évolution climatique de plus en plus marquée par le saut de l'anthropisation. Alors tout cela interroge différents points, je dis ça un petit peu en introduction avant d'introduire nos deux premières présentations. Donc le premier point, c'est la notion même de développement durable ou soutenable actuel. Ce sont des questions qui ont été abordées notamment ce matin. Par ricochet, la problématique de la temporalité de l'action publique. Ça aussi, ça a été en partie abordé. La temporalité de l'action publique est sur un temps extrêmement court. Et c'est là que l'on construit des schémas d'aménagement. Donc on voit effectivement que là, il y a une inadaptation finalement au temps long. Un troisième point, c'est la notion de référentiel environnemental initial et son utilité ou sa pertinence. J'entends par là la question, par exemple, des analogues. On en a parlé dans la séquence précédente. Les analogues, c'est un peu complexe d'utiliser des analogues pour expliquer la situation actuelle et réfléchir à une adaptation actuelle, dans la mesure où les pressions anthropiques ne sont pas du tout les mêmes, et même le climat n'est pas le même non plus. Donc les notions d'analogie sont des notions assez complexes à manipuler, dès lors qu'on travaille sur un temps long et qu'on va rechercher finalement des références un peu anciennes. Surtout quand on travaille sur les sujets de résilience. Il y a un autre point aussi soulevé par cette question au milieu, c'est un problème de méthodologie, donc un peu plus synthétique, c'est-à-dire la problématique une question a été posée juste à la fin de la séquence précédente sur les emboîtements d'échelle spatiale et temporelle. Donc je suis géographe, je suis très sensible à ça. Donc cette notion d'emboîtement d'échelle spatiale et temporelle dans le contexte d'une interaction systémique entre l'homme et son environnement. Donc tout ça, comment finalement produire une information mobilisable pour faire de l'aménagement actuel. On en reparlera, et notamment dans la conclusion de cette table ronde, ce qui me semble un point assez saillant sur justement ce sujet. Il y a d'autres thèmes aussi qui pourraient émerger d'une réflexion sur cette relation au milieu. C'est peut-être, ça a aussi été évoqué d'ailleurs à un moment donné, c'est notamment dans, je dirais, dans l'étape précédente concernant la régionalisation, c'est la problématique de l'égalité face à finalement des forçages climatiques et des contraintes aussi anthropiques. Donc cette notion d'égalité qui renvoie à la notion de justice environnementale, qui est quelque chose d'extrêmement prégnant aujourd'hui dans la problématique de l'aménagement et dans les scénarios prospectifs que l'on peut faire des recompositions territoriales. Alors voilà, j'ai fini une très rapide introduction. Pour en revenir véritablement donc à la question posée, je vais proposer à nos deux conférenciers de me rejoindre. Donc Sylvana Condemi, qui donc est directrice de recherche au CNRS, qui travaille à l'UMR 7270 ADES et qui est coordinatrice d'un projet qui s'intitule Starch 4 ou For Sapiens. For Sapiens, voilà, donc je me suis dit à l'anglaise.
Et donc, il va nous faire une présentation sur la révolution qui n'en est peut-être pas une, adaptation génétique et culturelle à l'alimentation avant le néolithique. J'en profite aussi pour inviter notre deuxième conférencier, s'il est dans la salle, donc Vincent Robin, qui est professeur des universités à l'UMR 7360 LIEC, donc la Bex Dream, et qui nous fera donc dans la foulée une présentation sur les trajectoires socio-écologiques des forêts du pays de Bitche au regard de la production historique de charbon de bois. Je vous laisse donc la parole. On a prévu une dizaine de minutes, c'est ça? Et puis ensuite 4-5 minutes de questions. Donc c'est parti, merci. Merci beaucoup. Je voudrais également remercier l'ANR pour cette invitation de présenter un projet qui a débuté en 2021 dans une situation, comme vous pouvez imaginer, un peu problématique de pandémie, mais nous en sommes très très bien sortis et nous allons nous en sortir très très bien. Donc le titre est un peu une provocation, une révolution qui n'en est pas une. On a évoqué ce matin un thème qui est celui de la révolution néolithique, une expression que l'on utilise depuis le début du XXe siècle. Et je voudrais vous faire voir, ou moi j'espère vous montrer, à quel point cette révolution n'en est pas une, notamment la révolution dans le système alimentaire. Alors, très rapidement, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous commenter en détail cette diapositive, c'est simplement pour vous faire voir que nous avons, nous, paléanthropologues, énormément de données sur l'alimentation, de la lignée qui est apportée donc à nous, Homo sapiens. Et le projet de recherche Starch for Sapiens, qui est donc des amidons pour les sapiens, concerne cette toute petite partie de ce grand tableau, c'est-à-dire Homo sapiens, les Néandertaliens et aussi une population qui est, dont nous allons parler un tout petit peu, les Denisoviens, puisque nous n'avons pas beaucoup de restes humains, mais nous avons surtout des données génomiques. Alors, on peut voir rapidement dans ce schéma qu'il y a eu une interaction extrêmement importante que l'on connaît très très bien. Je voudrais appuyer sur 2 points. C'est dans cette zone-là du Pléistocène moyen, quelque chose de très important se passe du point de vue humain, c'est la cuisson des aliments, c'est la découverte du feu qui porte à des très très grandes modifications du point de vue anatomique qu'on voit très très bien sur les fossiles, dans la réduction du système masticateur, dans une grande augmentation de la capacité crânienne qui n'est plus simplement proportionnelle à la taille des individus, et puis par d'autres choses qu'on peut imaginer mais qu'on ne trouve pas dans les os bien sûr, qui est une grande réduction de l'appareil digestif. Et une des explications qui a toujours été donnée, c'est que l'énergie qui est épargnée dans la digestion est allouer cette énergie pour d'autres choses, en particulier pour le cerveau et pour les développements des capacités cognitives. Un autre moment important, on en a parlé ce matin, c'est quand les humains et Homo sapiens passent de cueilleurs-chasseurs à producteurs de nourriture. Ce sont les 2 moments clés. Et moi, bien sûr, je vais parler simplement de ce dernier moment. Alors, le projet essaye je voudrais dans ce projet qui est en cours vous expliquer un peu la genèse de ce projet, comment l'idée nous est venue et comment nous pensons l'aborder, comment nous sommes en train de l'aborder, part d'une idée très très simple qui est celle de dire, mais alors je suis contente qu'Eric Boïda ne soit pas là parce qu'il serait très très fâché par ce schéma qui commence à moins 18 000 ans, mais vous voyez qu'il y a plein de points d'interrogation, donc je suis un peu sauvée. Et donc, d'un constat très très simple, nous savons qu'Homo sapiens est issu de l'Afrique, l'évolution de sapiens est africaine. On sait qu'il y a eu plusieurs tentatives de colonisation vers l'Eurasie à des dates différentes, dont la plus importante, c'est celle que nous connaissons, qui a laissé des traces très importantes dans notre patrimoine génétique, c'est aux alentours de 70 000 ans. Mais quand ces Homo sapiens quittent l'Afrique, au fur et à mesure du temps, eh bien, ils vont coloniser en priorité l'Eurasie. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'Eurasie n'est pas dépeuplée d'humains. Il y a d'autres humains qu'on appelle les humains archaïques qui sont en Europe les Néandertaliens et dans le grand territoire asiatique les Denisoviens. Et il se passe quelque chose qui a toujours été un mystère, c'est comment ça se fait que ces 2 populations ont disparu. Il y en a sans doute d'autres qui étaient dans le sud-est asiatique qui ont disparu, dont le fameux Flores.
Mais il y a peut-être aussi des Homo erectus tardifs qui ont disparu. Mais la chose qui est vraiment spectaculaire, c'est qu'en quelques dizaines de milliers d'années, 10 000 ans, eh bien, Homo sapiens va se retrouver sur toute l'Eurasie et très très vite, les populations archaïques vont disparaître. Donc l'hypothèse du départ, notre hypothèse, c'était que quand Homo sapiens arrive dans le territoire asiatique, il devait s'adapter à un nouveau territoire, à un nouveau climat, il devait s'adapter à une nouvelle source alimentaire et que c'est peut-être des adaptations qu'il avait avant d'arriver sur le territoire européen, notamment des adaptations très importantes aux amidons, à des nourritures très très fortes en amidon, qui lui ont permis d'avoir ce succès reproductif très important. Quand je parle de succès reproductif, c'est entre guillemets succès, parce que nous savons que la population très très vite a été très très importante, et nous voyons, nous l'avons évoqué ce matin, nous sommes 8 milliards d'humains. Comment expliquer que Homo sapiens a pu avoir un tel succès? Donc l'hypothèse que nous avons faite du départ était pas du tout... il y avait donc cette idée. Nous avions, avec une équipe à Marseille, travaillé beaucoup sur des questions de fertilité, parce que nous savons qu'il y a un rapport entre la nourriture et la fertilité, et on s'était demandé s'il n'y avait pas une fertilité différentielle entre notamment les Néandertaliens, dont nous avons des données, et les Homo sapiens. On avait fait beaucoup d'études de modélisation et on s'était rendu compte qu'il suffisait parfois de très 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 petites différences de fertilité pour pouvoir très très vite, en 5000 ans par exemple, remplacer complètement une population. Donc c'est à partir de ce constat qu'on a essayé avec d'autres collègues de travailler sur ce sujet. Alors, le projet que nous avons présenté et qui a été donc gratifié par l'ANR a 3 composantes importantes qui sont donc la paléoanthropologie, l'examen donc des fossiles archaïques par rapport aux fossiles sapiens, les premiers sapiens et ensuite les autres du paléolithique supérieur, du néolithique et les suivants. Une partie qui se base sur la différenciation des gènes. Et en particulier, nous avons pris comme point de départ dans le génome, nous avons une partie du génome qui code pour des gènes et ces gènes sont parfois répétés. C'est ce qu'on appelle des copy number variation, des CNV. Et donc le point de départ, à partir d'une étude qui a été faite par un savant américain sur les amidons et sur la dégradation de l'amidon dans la salive par une enzyme qui s'appelle l'amylase, on avait vu que cette personne, Perry, avait dès 1967 mis en évidence qu'il y avait des copy number variation, donc des copies différentes pour le gène de l'amylase, selon que les populations mangeaient plus ou moins une alimentation riche en amidon. Donc ça, c'était un point. Donc on voulait tester cette hypothèse-là également. Et troisième point, donc extrêmement important, c'était de voir si on pouvait trouver d'un point de vue culturel d'un comportement d'Homo sapiens complètement différent de celui de Néandertal qui pouvait nous renseigner sur une utilisation massive d'amidon quand il arrive déjà sur le territoire de l'Eurasie, c'est-à-dire qu'il avait déjà cette adaptation également culturelle. Alors, la nourriture, comme vous savez tous, est très importante et elle est typique de chaque espèce. Je ne rappellerai qu'un fait important, c'est que quand on a voulu, par exemple, donner à des animaux des protéines animales, on a vu que ça pouvait entraîner des catastrophes sanitaires. Elle est très importante, elle a un rapport sur notre santé, sur notre fertilité, sur la santé de la mère au moment où elle porte des enfants, sur également la santé des nouveau-nés. Il y a énormément d'implications, vous connaissez tout ça par cœur. Et moi, j'avais travaillé sur justement les changements qu'il y avait pu y avoir entre les Néandertaliens et les premières populations du Paléolithique supérieur qu'on appelle les Gravétiens. Et j'avais mis en évidence avec un groupe de collègues du muséum, d'autres collègues de l'Université de Marseille et des collègues également italiens, des changements importants dans la conformation de
morphologique de ces populations entre les derniers néandertaliens et les Homo sapiens. Et également, on avait vu que l'état sanitaire, notamment bucco-oral, n'était pas le même et qu'on commençait bien avant le néolithique, où on a toujours attribué beaucoup de caries au néolithique à cause d'une alimentation riche en amidon. On a énormément de pathologies bucco-dentaires bien avant le néolithique. C'était quelque chose, là il y a un schéma qui montre justement un petit maxillaire, un maxillaire d'une population gravicienne qui du site de Paglici dans le sud de l'Italie, dans lequel on a à la fois de la parodontose, vous voyez la racine dentaire est complètement exposée, on voit l'os qui est complètement abîmé avec ce petit point. Et regardez là quelque chose qui nous avait beaucoup amusé, c'est une usure qu'on appelle encure-dent. C'est une usure justement quand on a des problèmes de bourrage alimentaire qui créent justement des parodontoses avec des sucres qui sont très actifs. Ça peut créer vraiment des gènes et on voit que la personne là vraiment s'est acharnée à nettoyer ses dents et à laisser des traces très importantes. Alors, encore un autre point très important. Il a fallu, si vous permettez, je reviendrai après sur cette diapositive. Un autre point très important, c'est qu'avec des collègues avec qui je travaillais sur les néandertaliens, en particulier Laura Long, avait mis en évidence avec toute une équipe que sur des pierres de broyage, sur de l'industrie qu'on trouve dans des sites gravétiens, ils avaient mis en évidence dès 2010 qu'il y avait des résidus organiques, et en particulier des amidons. Donc l'idée est née, il y a eu toute une série d'études qui ont été faites, que ces pierres de broyage servaient également pour faire des farines. On s'est beaucoup interrogé si ces farines, à quoi elles servaient, et la conclusion a été donnée, c'est que c'était des farines qui servaient donc pour l'alimentation. Alors, comme vous savez, chaque fois qu'il y a une hypothèse, dans notre milieu, on est très, très sévère, on conteste ces hypothèses, et il y a justement des critiques qui ont été faites. On a dit, mais peut-être ces pierres de broyage servaient à effectivement broyer des plantes, mais ces plantes n'avaient pas uniquement un usage alimentaire. Ça aurait pu servir d'un point de vue culturel, pour faire des cordes, pour faire d'autres choses. Et donc, c'était un volet important dans lequel on voulait vraiment explorer, trouver une méthodologie stricte pour pouvoir déterminer que ces résidus organiques avaient un rapport avec l'alimentation. Donc, et le troisième volet, dont je ne vous parlerai plus parce qu'il est extrêmement intéressant, sur la génomique. Donc, la chose très intéressante, c'est qu'on s'est rendu compte très très vite, en travaillant en paléanthropologie, que bien, et là on aborde un problème qu'on abordait toute la journée, que bien qu'en ayant beaucoup de données, quand on veut travailler sur ces données, sur les néandertaliens par rapport aux Homo sapiens, eh bien ces données, on ne peut pas toujours les utiliser. Parce qu'il n'y a pas des protocoles d'études qui sont strictement identiques, on n'a pas utilisé la même méthodologie, donc il y a eu un énorme travail de mettre en place des protocoles d'études. Et là, je voudrais simplement m'appuyer sur deux choses, sur les parodontoses et sur les caries. Et donc, on a étudié des populations modernes. Ici, je vous ai mis simplement la population de l'étang de Berre, une population des Boileaux, qui est une population néolithique, qui était encore pas du tout étudiée, qui se trouve dans nos laboratoires. J'étais au plus simple, à cause de la pandémie, j'ai pris ce qu'on avait dans notre laboratoire. Et donc, une population néolithique des Boileaux qui n'avait pas été étudiée du point de vue bucco-dentaire. Et puis une population que j'avais autrefois étudiée, que j'ai pu réétudier ici à Paris à l'IPH, qui est une population qu'on appelait autrefois mésolithique d'Afrique du Nord. Et j'ai réétudié toutes les populations de Krapina qui sont des néandertaliens. Et ce que vous voyez d'emblée, c'est l'importance justement des caries chez les caries sont en bleu
à partir de ce qu'on appelait le Mésolithique. Vous voyez que par rapport à cette population de Néandertaliens de Krapina, il n'y en a pas du tout. Et c'est à peu près la même chose quand on regarde les périodontoses. Il y en a très très peu chez les Néandertaliens et ça augmente d'une façon vertigineuse à partir de ce qu'on appelait autrefois le Mésolithique. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde la population de Taforate, qui avait été étudiée il y a très longtemps, les fouilles ont repris à Taforate. C'est une équipe anglaise qui fouille désormais. Et ils ont mis en évidence énormément de graines, énormément de données qui permettent de dire qu'effectivement, ils utilisaient des sortes de farines. Et il y a également de la génétique. Parce que ce qu'il a fallu faire, comme vous imaginez, c'est une sélection de sites dans lesquels on peut avoir à la fois des données archéologiques, des données anthropologiques et des données génétiques. Alors, si on revient à ces pierres de broyage, je vous ai dit qu'il y a eu énormément de critiques. Donc, un volet important de cet ANR, c'est de vraiment mettre au point des méthodologies extrêmement strictes pour voir quels sont vraiment, si ces amidons sont vraiment des amidons anciens sur les pierres de broyage, s'ils viennent de contamination au moment de l'enfouissement, si ce sont des contaminations plus récentes au moment de la fouille. Donc il y a eu tout un énorme travail qui a été fait et un travail également important dans le tartre dentaire, parce que là aussi il y a eu beaucoup de critiques sur le tartre dentaire pour savoir comment ces amidons avaient pu être piégés dans le tartre dentaire. C'était un travail extrêmement important fait par une des postdocs qu'on a pu avoir grâce à l'ANR. Et je voudrais vous faire voir rapidement les sites qui ont été étudiés pour les pierres de broyage. Alors, on a bénéficié pour ça du partenaire italien qui avait commencé des études il y a déjà très longtemps, en 2016. Et c'était une chance pour nous parce que vous pensez bien que le matériel russe et le matériel ukrainien aujourd'hui n'est pas tellement disponible. Et on l'a étendu quand même à des sites plus récents. Alors, s'agissant du troisième, alors voilà des résultats. Vous voyez qu'il y a à la fois des amidons alimentaires, il y a également des fibres qu'on peut trouver, qui étaient sans doute des fibres utilisées du point de vue culturel pour des cordes, pour des baskets, je ne sais plus comment on dit basket en français, mais c'est des paniers, pardon, excusez-moi. Et donc, le troisième volet était sur les génomes anciens. On était extrêmement contents au départ parce qu'on voyait qu'il y avait de plus en plus de génomes. On s'est dit, oh là là, on va pouvoir en étudier beaucoup. Mais on s'est rendu compte de quelque chose, et ça, c'est un appel à ceux qui travaillent sur les génomes, peut-être ceux qui nous écoutent sur les réseaux. S'il vous plaît, donnez-nous des génomes complets. Donnez-nous toutes les répétitions des gènes. Ne faites pas simplement, il y a le gène X, mais toutes les copies de ces gènes, parce qu'on en a vraiment besoin. Alors, voilà les génomes qui ont été sélectionnés au final. Il y en a 15 qui ont été sélectionnés, qui sont de très, très haute qualité. Il nous faut absolument des génomes de haute qualité. Et la première difficulté dans laquelle on s'est trouvé, c'est que tous ces génomes anciens, les premières études des génomes de Néandertaliens datent de 2010, avaient été faits en comparaison à un génome actuel consensuel qu'on appelait GH19. Désormais, on utilise le GH38. Donc, il a fallu faire cette opération très compliquée pour pouvoir le mettre dans le GH38. Et à partir de ça, nous avons sélectionné un certain nombre de gènes. Ici, nous en avons identifié 214. Et sur ces 214, nous en avons étudié pour l'instant simplement 11 qui sont impliqués dans le métabolisme de la digestion. Et très rapidement, je voudrais vous faire voir un résultat qui, moi, me paraît extrêmement important et qui est extrêmement important. Voilà en bas la liste, donc le génome consensuel 38. Ici, tous les génomes de Néandertaliens. Et à partir d'ici, vous avez les génomes des Homo sapiens archaïques et après des Homo sapiens plus récents et modernes. Et vous voyez d'emblée quelque chose qui est très important. Ces deux gènes-là, qui sont SULT1 et l'amylase, regardez un peu la différence que vous voyez entre les Néandertaliens et les hommes modernes ou les premiers sapiens. Toute cette zone-là, ce sont des
des gènes qui sont impliqués dans le métabolisme des lipides. Et c'est extrêmement important. Encore une fois, regardez la grande différence qu'il y a entre les premiers sapiens. Quand je dis les premiers sapiens, c'est ceux qu'on observe sur le territoire eurasiatique, et les hommes modernes. Et il y a encore beaucoup d'autres catégories, des protéines, ce qu'on appelle des graisses brunes, etc., etc. Donc, les premiers résultats confirment que les Néandertaliens étaient inféodés aux graisses et aux lipides. Donc, ça confirme tous les résultats qu'on connaissait de isotopes. Mais ce qui est très intéressant, ce n'est pas que ça confirme simplement, c'est que du point de vue de leur métabolisme, ils étaient vraiment adaptés à un métabolisme des graisses. Et la question qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est à quel point le métissage entre les Néandertaliens et les sapiens, les Denisoviens et les sapiens, ont pu avoir un impact sur la facilité qu'ont eu les premiers Homo sapiens à vivre dans les territoires donc, de l'Eurasie. Et on va également, et c'est la dernière diapositive, monsieur, on est en train d'explorer sur les génomes actuels, en fonction de l'alimentation de certaines populations, comment les adaptations alimentaires ont pu se faire. Alors c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui nous connaissons beaucoup de maladies du métabolisme et il est possible qu'on puisse trouver des pistes pourquoi certaines personnes sont plus malades que d'autres ou pourquoi certaines personnes sont plus intolérantes que d'autres. Enfin, l'équipe, comme vous voyez, assez féminine, avec cependant des garçons, nous ne sommes pas discriminants, mais c'est trouvé qu'il y avait beaucoup de femmes autour de nous. On peut peut-être sans transition aborder la deuxième présentation. Merci. Voilà. C'est mon tour. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie après cette journée dense et riche. J'en profite pour remercier les organisateurs de l'organisation et puis aussi de m'avoir invité à cette journée. Donc, je vais vous parler de recherches que donc on mène dans le cadre des OHM, des observatoires hommes-milieux, dans le cadre du LabEx Dream. Donc, c'est des territoires, hein, donc c'est à l'échelle territoriale, où on va étudier par des corpus interdisciplinaires les trajectoires socio-environnementales, socio-écologiques. Donc, moi, je fais juste une petite contribution dans ces territoires-là. Sur un aspect particulier ici, à savoir, donc, pour le territoire du Pays de Bitche, en Moselle, hein, pas très loin de la frontière avec l'Allemagne, donc un aspect particulier qui est la production historique de charbon de bois. Hein, je précise tout de suite, c'est bien du charbon de bois dont on parle, pas du charbon géologique. C'est une confusion qui arrive régulièrement, donc je tiens à le dire en introduction. Donc, de façon très rapide, la démarche générale de ce programme et puis de la recherche que l'on mène dans ce cadre-là, c'est de reconstituer et d'étudier les trajectoires socio-écologiques, donc dans ce territoire, entre autres territoire d'études, et sur, donc, comme je disais juste avant, une entrée particulière, spécifique, qui est assez présente dans ce territoire de façon connue avant nos travaux, de façon empirique. Donc la production historique du charbon de bois, pour deux questionnements principaux: reconstituer un référentiel, hein, donc les références écologiques forestières dans le territoire, et évaluer aussi les héritages écosystémiques qu'a eu cette production aujourd'hui, qu'elle a aujourd'hui dans l'état des écosystèmes forestiers en l'occurrence. Donc on est sur une échelle de temps bien plus courte, on va y venir, hein, que ce qu'on a pu voir aujourd'hui dans la journée, mais ça me semble tout à fait complémentaire et cohérent. Donc, très rapidement, la production de charbon de bois, c'est une pratique absolument essentielle au développement industriel, proto-industriel dans les sociétés passées. C'est encore une pratique actuelle dans un certain nombre de pays à l'échelle globale. C'est la transformation de la ressource bois en charbon, en particulier, le pointeur est là, donc pour la transformation, le travail du métal sous différents types de forges, fourneaux, bas fourneaux, etc. Et c'est une pratique qui, globalement, a des dessins, disons, proto-industriels, de filières quasiment, remontent à peu près à l'Antiquité, hein, sous d'autres formes de production. Mais la production qu'on étudie, nous, c'est la production en meule, ce qu'on appelle des charbonnières, hein, c'est-à-dire la carbonisation du bois, sous un dôme
spécifique, une meule, voilà. Et donc ça, c'est globalement à partir du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. Et donc, ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est qu'on va pouvoir retrouver les traces, les vestiges, si on veut, de cette production. Ce sont ces charbonnières qu'on voit ici dans la topographie. Dès qu'il y a un petit peu de topographie, un petit peu de relief, on va voir assez facilement des cassures topographiques, des petites plateformes. Vous voyez l'échelle ici, à partir de mon doctorant ici qui prélève. Et ces plateformes de charbonnières, on va pouvoir les détecter, les mesurer, les caractériser en termes de dimension. On va pouvoir voir, par exemple, ici un niveau noir de charbonnage qui résulte de la carbonisation du sol, de l'accumulation de cendres et puis de particules carbonisées de charbon de bois. Donc quand le charbonnier a mal travaillé, il nous laisse beaucoup de restes de charbon et du coup on va pouvoir ensuite nous les étudier, donc au-delà de la plateforme en elle-même, pour caractériser la pratique et les différentes activités, les différentes conséquences que ça a pu avoir. Donc c'est une pratique qui est extrêmement importante jusqu'à l'émergence des énergies fossiles. Et donc, par exemple, ici, vous avez une illustration des déboisements potentiels que ça peut générer. Donc ici, c'est une zone dans le centre de l'Allemagne, en moyenne montagne, où on voit le peuplement forestier ici, puis vous voyez des petites meules de charbonnage, et puis des piles de bois installées pour le séchage. Donc ça induit des forts déboisements sur des échelles spatiales assez larges, depuis le massif forestier jusqu'à des échelles régionales. Donc une première étape dans le Pays de Bitche, ça a été d'inventorier, si on veut, de localiser et d'évaluer l'intensité de production de charbonnage, quelle que soit la temporalité. Donc pour ça, on a eu un outil qui est assez génial pour la détection de formes microtopographiques, que je pense que vous connaissez à peu près tous, le LIDAR, donc un scan en haute résolution de la microtopographie. Ici, c'est du MNT, du modèle numérique de terrain de pente. Et donc, vous avez ici les limites d'une acquisition LIDAR qu'on a fait, 180 km² à peu près, au sud de la commune de Bitche, pour ceux qui connaissent. Et chaque point ici représente une charbonnière. C'est une détection visuelle du LIDAR. Tous ces petits points ici que vous voyez, ce sont nos fameuses cassures de pente topographiques qui indiquent la position d'une charbonnière. On a des taux de validation de terrain extrêmement forts parce qu'on a une topographie assez marquée et un LIDAR de bonne qualité. Et donc, grâce à ça, on a pu inventorier le nombre de charbonnières. Et sans rentrer dans le détail des analyses spatiales, déjà, on peut avoir un premier déterminant en termes de pratique qui est assez intéressant. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on a inventorié évidemment ces charbonnières sur tout le territoire. Et vous observez comme moi qu'il y a une zone ici, au nord de notre territoire d'études, où on n'a pas de charbonnière. Ce n'est pas qu'on n'a pas étudié cette zone, c'est qu'on n'a pas de charbonnière. Alors, si on avait le temps, on ferait un petit jeu de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas de charbonnière. Je vais vous donner la réponse directement, on va y revenir. Sur cette zone-là, il se trouve que, historiquement, c'est la zone qui est la plus proche, à proximité géographique et d'usage, des verreries. Alors qu'ici, on est plutôt des territoires qui sont affiliés aux forges. Or, pour les verreries, pour la fabrication du verre, on n'utilise pas du charbon, mais du bois directement. Donc forcément, on n'a pas besoin de charbon. Et donc la différence est très nette. Et donc, on retrouve un déterminant spatial qu'on va retrouver aussi dans le type de bois consommé pour fabriquer du charbon de bois. Et donc, ici, on a différents types de bassins, de zones de prélèvement. Je ne vais pas rentrer. Chaque colonne ici représente, si vous voulez, une tête de bassin versant où on a prélevé un certain nombre de charbonnières. Vous avez les indications de quantité de charbon identifiées ici, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers au total. Et ce qu'on va observer, c'est un gradient de changement d'espèce. Donc, on peut identifier l'espèce en analysant les charbons de bois, et on va pouvoir identifier un gradient globalement significatif de l'ouest en est, avec en rouge ici une dominance du hêtre, Fagus, et puis à l'est plutôt une dominance du chêne, avec un petit peu de pin sylvestre qui apparaît. Et ce qui est intéressant dans ce gradient-là, qui va constituer notre référentiel d'utilisation de la ressource bois, c'est que c'est quelque chose qu'on va retrouver par rapport à des données complémentaires. C'est un projet interdisciplinaire, des travaux d'un collègue historien, Xavier Rochelle, où on va retrouver ici les cartes d'affectation des bancs forestiers au XVIIIe siècle. Donc, et ce qui nous intéresse, c'est en particulier les zones au sud de notre territoire d'études, ici le Pays de Bitche. On va retrouver ici en bleu les zones qui étaient allouées aux verreries, donc plutôt à l'ouest du territoire, alors qu'à l'est du territoire, on va retrouver plutôt des zones qui étaient allouées, affectées au charbonnage, donc où on faisait plutôt le charbon de bois. Et ça, c'est intéressant parce que pour faire du charbon de bois, quand on a le choix de la ressource forestière, on va préférer du chêne, alors que pour faire du verre, on va préférer du hêtre, parce que la cendre de hêtre est meilleure pour la fabrication, pour le processus chimique de transformation du verre. Alors que le chêne donne du très bon charbon et rejette très bien de souche pour produire une biomasse, une ressource en quantité importante assez rapidement. Donc on a une cohérence ici territoriale
de la gestion, entre guillemets, de la ressource, ou du moins de l'utilisation de la ressource. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est bien un référentiel, parce que quand on regarde la carte de droite ici, c'est la distribution des espèces dominantes à l'échelle de la parcelle forestière, dans les plans d'aménagement public ou privé dans le territoire. Et ce que vous retrouvez ici, c'est bien des dominances de hêtres toujours à l'ouest du territoire et des dominances de chênes, avec aussi un peu plus de résinus présents à l'est du territoire, et donc de façon similaire à ce qu'on a pu trouver dans les informations historiques, donc de charbonnage ou de planification des bancs forestiers. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est notre référentiel passé, et ensuite on s'est questionné sur cette pratique de charbonnage, à partir de cet état initial, si on veut, de charbonnage, quelles conséquences ça a aujourd'hui. Donc on a fait un certain nombre de projets, donc dans le territoire du Pays de Bitche, mais aussi à partir de cette étude-là, on a pu aussi développer d'autres travaux de recherche. Donc ici c'est un autre territoire, mais c'est globalement des résultats qui sont similaires. Ce qu'on a observé, c'est des conséquences sur l'écosystème forestier aujourd'hui, et donc en particulier en premier sur la végétation. Donc on a fait des prélèvements de végétation infraforestière, la végétation au sol si vous voulez, de fougères, bryophytes et végétation forestière, le long de transects qui vont de quelques dizaines de mètres à 50 mètres en distance maximum à partir des charbonnières. Et ce qu'on va observer, c'est qu'un certain nombre d'espèces végétales en sous-bois vont réagir positivement ou négativement à la distance à la charbonnière. Alors, grosso modo, 13% des espèces inventoriées en forêt. Donc, ce n'est pas une révolution non plus, c'est des réactions qui sont relativement discrètes, mais qui existent néanmoins. Donc, du coup, ça pose la question de à quoi réagissent ces espèces végétales. Et donc, évidemment, hein, c'est quelque chose qui a été mentionné, je crois, ce matin, on allait se questionner de l'impact de ce charbonnage sur l'état des sols. Donc, pour ça, on a fait des transects aussi, où on a comparé des prélèvements dans les charbonnières et à proximité des charbonnières à une dizaine de mètres. Et donc, de façon relativement logique, on va trouver des quantités de carbone, par exemple, beaucoup plus importantes en gris ici, dans les charbonnières qu'en dehors, les données en marron. Mais c'est le cas de tous les éléments chimiques qu'on va pouvoir analyser, le phosphore, l'azote, mais également le potassium, le calcium, etc. Et on observe aussi qu'on a aussi, de façon générale, une richesse en éléments nutritifs disponibles pour la végétation qui est beaucoup plus élevée, ou du moins significativement plus élevée, dans les horizons de charbonnage. Et puis une modification du pH aussi qui était attendue, parce qu'il y a eu d'autres travaux qui ont montré ça. Donc du coup, ça pose la question ensuite des cycles biogéochimiques. Et donc là, on s'est questionné finalement, est-ce que cet élément, il est capté par la végétation, puisqu'il est beaucoup plus riche, et on a vu que déjà une partie de la végétation infraforestière réagit à notre charbonnage. Donc là, on a fait des prélèvements de feuilles, de hêtres, là aussi le long de transects à partir de charbonnières, et sur une trentaine de mètres, hein, pour sans rentrer dans le détail, on observe que, en particulier pour le phosphore, plus on s'éloigne des charbonnières, plus la quantité de phosphore donc dans les feuilles de hêtres va descendre. Il y a un seuil à 7 mètres à peu près, mais globalement, donc à l'inverse, logiquement, plus on est proche des charbonnières, voire sur les charbonnières, plus la quantité de phosphore dans les feuilles est importante. Du coup, comme je disais, ça nous questionne sur les cycles biogéochimiques, notamment du phosphore, entre autres éléments. Et donc, on a continué à essayer de tracer ce phosphore. Et donc, dans notre Pays de Bitche, on a sélectionné 13 têtes de bassins versants, de façon générale, où on retrouve ce type de petits cours d'eau ici. Et donc là, la photo ne le voit pas très bien, mais ici en noir, hein, où se trouvent les deux personnes ici, c'est une charbonnière, par exemple. Donc, on a un certain nombre de charbonnières qui donnent directement dans le cours d'eau, et puis d'autres dans les bassins versants à proximité, dans les versants à proximité. C'est les petits bassins versants où on a, grâce au lidar, une densité de charbonnière qu'on a pu estimer, qui n'est pas la même, hein, qui est ici, la densité de charbonnière. Et quand on a, dans les têtes de bassins versants, dans les cours d'eau, évalué le phosphore dissous, hein, qui est ici, on observe qu'il y a une quantité de phosphore dissous qui va augmenter plus on a de charbonnières dans le territoire, ce qui est assez cohérent par rapport à ce qu'on a pu trouver dans les sols ou dans les feuilles. Et donc, du coup, un autre aspect qu'on a essayé de développer aussi, hein, qui est aussi pour nous un marqueur de l'anthropisation, dont on a déjà parlé pas mal aujourd'hui, c'était l'idée d'évaluer, d'identifier des marqueurs spécifiques de cette production, puisqu'il s'agit de carboniser de la matière organique. Hein, on a des productions donc, de HAP, hein, de hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc un marqueur spécifique de la production de charbon de bois, c'est ce qu'on a essayé d'identifier. On en a a priori trouvé deux qui sont aussi liés de façon générale aux incendies, de façon générale, mais qu'on pourrait tracer, combiner comme marqueur spécifique de la production de charbon de bois. Et donc là aussi, on pourrait questionner un certain nombre
argumenté dans le fait de discuter un certain nombre de mécaniques qui mettent en avant, par exemple, entre autres hypothèses, hein, le fait qu'il y a une grande accélération de l'anthropisation à partir de 1950. C'est un des marqueurs qui est utilisé, hein, les HAP, mais on pourrait aussi les observer, ce qui n'a jamais été fait, sur du temps plus long en lien avec le charbonnage, puisque c'est une pratique qui est absolument récurrente et qu'on trouve dans tous les territoires à l'échelle globale, de façon paléo, rétrospective ou active encore aujourd'hui. Donc il y a tout un tas de questions encore qu'on se pose, bien évidemment, sur les conséquences de cette mécanique-là et de ce processus-là à l'échelle écosystémique sur d'autres indicateurs fonctionnels de l'écosystème et de la biodiversité. Je n'entrerai pas dans le détail, on peut en reparler. Et puis voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Il est 16h58. Il n'y a pas de questions en ligne. S'il n'y a pas de questions dans la salle, on peut peut-être... Il y a une question sur la tablette ? Non ? Non ? On prend une question à ce moment-là, sur la tablette, si elle s'affiche. Je peux inventer une question. Non. Moi, j'ai une question. Vous avez daté ces charbonnières ? Parce que est-ce que la densité est plus forte à certaines périodes ou à d'autres ? Comment est-ce que vous évaluez le temps ? Alors, j'ai pas de chance, vous ciblez directement le point critique. Non, c'est une très bonne question. Alors, bien sûr, on a daté, par exemple, dans le territoire du Pays de Bitche, on a plus de 45 dates radiocarbone, ce qui est beaucoup pour ce type d'études. Malheureusement, sur cette période du 18e, 19e siècle, la calibration de la datation radiocarbone est fiable et bonne, mais elle donne des ranges trop larges, des amplitudes trop larges qui ne permettent pas d'avoir un phasage. On sait juste que c'est 18e, 19e. Donc, ce n'est pas satisfaisant parce que globalement, on sait que ce n'est pas Moyen-Âge, ça c'est sûr, on l'a exclu, c'est 18e, 19e, mais on ne peut pas dire plus précisément. Il y a d'autres méthodes, hein, c'est en train de se développer, des datations par OSL, etc., qui sont testées, mais voilà. Alors, c'est du taillis, ouais. De façon générale, sauf exception, c'est du taillis, c'est des rotations répétées sur plusieurs siècles possiblement. Donc oui, tout à fait. Alors nous pourrons prendre d'autres questions aussi dans la salle au cours de la table ronde qui va suivre, puisque nous aurons nos deux conférenciers qui sont dans cette table ronde aussi. Juste la question en ligne que je vais vous lire. Nous parlons souvent du cru et du cuit dans l'alimentation, mais il me semble que nous oublions l'alimentation fermentée, qui a pu jouer aussi un rôle très important dans nos adaptations. C'est une autre forme de consommation et digestion de l'amidon. Qu'en pensez-vous ? Je suis tout à fait d'accord. Mais bon, il faut les tester. Là, il s'agit donc de l'alimentation riche en amidon. Hein. Et donc, c'était vraiment pour voir si, avant le néolithique, les humains qui arrivent d'Afrique, donc d'un environnement complètement différent, sont déjà préadaptés à une alimentation riche en amidon. Voilà, c'était ça. Mais effectivement, il y a du cuit, il y a du cru, il y a de l'alimentation fermentée. Chacune a des fonctions différentes et implique des gènes pour la digestion qui sont complètement différents. Merci. On va directement donc aborder la table ronde qui va être un peu écourtée puisqu'on la démarre un petit peu tardivement. Alors pour cette table ronde, je vais inviter donc 3 collègues qui vont se joindre à nous. On conserve nos deux conférenciers. Donc, j'invite Olivier Rousset, qui est directeur général adjoint de l'ONF, l'Office national des forêts. Et ensuite, Virginie Duvat, qui est professeure à l'Université de La Rochelle, membre du LIENS, l'UMR LIENS, et membre du GIEC. Virginie, si tu veux prendre place. Et ensuite, Frédéric Schluss, qui est professeur d'anthropologie au MNHN et qui est présidente du conseil scientifique de l'OFB. Alors,
pendant que nos collègues s'installent, juste un mot sur cette table ronde qui s'intitule « Quelle place accorder aux études sur le temps long pour définir des écosystèmes et environnements de référence ?» Alors, vous avez vu dans le programme quelques questionnements, quelques thèmes ont été mis en avant, agriculture et biodiversité, quels impacts et quelles incompatibilités, menaces sur la biodiversité, qu'apprend-on des études paléo-environnementales et comment les utiliser dans le cadre de réhabilitation paysagère. Un troisième thème, restauration écologique en contexte de pression humaine. Et un quatrième thème, quid des référentiels environnementaux pour les solutions fondées sur la nature. Et tout ça en 30 minutes. Alors, si l'on essaie de synthétiser quelques éléments prégnants de cette problématique, si vous me permettez, j'introduis juste la table ronde 2 minutes. Et après, je passerai donc la parole à travers une question un peu générique, assez ouverte et libre, donc à nos conférenciers, enfin à nos participants de la table ronde. Et ensuite, nous pourrons peut-être prendre des questions sur la fin, si il nous reste un peu de temps. Donc, la question qui est posée par cette table ronde résonne un peu, d'ailleurs, comme la première table ronde de ce matin, quelque part, peut-être avec une entrée un peu plus opérationnelle en matière d'aménagement des territoires et donc de choix plutôt éclairés pour des scénarios d'adaptation. Alors, il y a aussi la problématique des défis posés pour le futur à la lumière du passé, qui apparaît au cœur de cette table ronde. Donc c'est une forme finalement d'exercice de prospective. Il y a un autre thème, une autre problématique, c'est la question effectivement de l'environnement de référence, qui est centrale dans la réflexion de cette table ronde. C'est-à-dire comment définir comment définir cet environnement de référence dans une trajectoire d'évolution. C'est quelque chose qui n'est pas trivial. Comment l'utiliser pour des opérations, des actions d'aménagement aujourd'hui, comment utiliser ce référentiel. Est-ce que ça a un sens pour guider certains aménagements? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que, surtout lorsqu'on réfléchit à de la restauration écologique, par exemple, est-ce que c'est bien de revenir à un état initial? Est-ce qu'il faut gommer d'un seul tenant, finalement, la façon dont la société est un acteur, finalement, dans un géosystème de forçage environnemental? Voilà, donc c'est vraiment quelques questions un peu génériques qu'on se pose quand on veut vraiment poser les concepts de l'aménagement. Donc cette question est d'autant plus crucial, comme je le disais en introduction de cette troisième partie, qu'on se positionne dans le contexte d'une temporalité de l'action publique et privée, qui est forcément très courte. Donc effectivement, on le sait, l'action en public est calquée sur les mandats électoraux ou sur la remise à jour d'un certain nombre de documents qui permettent de fonder spatialement l'aménagement, depuis les plans locaux d'urbanisme pour les plus fins, les SCOT, etc. Donc on a toujours une vision assez court terme. Il y a le principe de la réalité aussi, dans toute opération d'aménagement, c'est-à-dire qu'on veut tous faire du développement durable ou soutenable, si on veut faire la meilleure traduction possible, mais on sait bien qu'un développement durable conçu sur un trop long terme entrave l'économie, c'est un discours qu'on nous sert, donc on ne peut pas aller au-delà de 50 ans de prévision, sinon on empêche finalement le développement économique. Je prends un seul exemple qui me vient à l'esprit, le zéro artificialisation nette de la stratégie nationale pour la biodiversité, donc à l'horizon 2050, déjà est entaché de la notion de zéro artificialisation nette différenciée, c'est-à-dire proposer à certains territoires de déroger à cette règle un peu générique ou générale pour pouvoir maintenir une activité économique au détriment finalement d'écosystèmes, en faisant reporter peut-être sur d'autres territoires des mesures de compensation. Donc ce sont des sujets qui sont discutés au niveau du Sénat et qui questionnent aussi cette table ronde quelque part. Enfin, un dernier point assez prégnant, c'est la notion de normes. Finalement, le temps long nous propose des normes pour faire de l'aménagement à travers des normes ou des seuils. Donc, on construit, par exemple, des cartographies du risque. Quand on pense au plan de prévention des risques avec la fameuse cote Xynthia, depuis la tempête Xynthia qui a frappé les littoraux de l'Atlantique, on a une cote donc Xynthia à laquelle on rajoute 20 cm, c'est la cote GIEC. Pourquoi pas 60, pourquoi pas 80, 20, parce qu'effectivement, au niveau économique, il faut rester raisonnable. 1 kilomètre de défense côtière, ça coûte cher. Donc on y va progressivement. Donc on voit bien que là, le temps long peut servir aussi à questionner très très précisément ces normes. Une cote d'inondation qui fonde un plan de prévention des risques d'inondation. Si c'est une cote centenale, pourquoi pas une cote plutôt d'occurrence millénaire? Là aussi, ce sont des paris qu'on fait un petit peu. Cette table ronde peut aussi permettre de questionner à travers quel temps long est-ce qu'il nous apporte en termes d'information tous ces documents. Donc le débat est un petit peu ouvert. Donc je vais me retourne maintenant vers nos participants à cette table ronde. Alors je ne vais pas donner la parole en vrac, donc je vais essayer de leur poser une question pour essayer d'avancer un peu sur ce sujet. Peut-être qu'on peut repartir du projet de Vincent Robin,
qu'on vient d'entendre, donc qui est aussi un projet sur la forêt de Bernadouze. J'ai vu ça dans le des travaux ont été faits. Donc, à propos de la problématique du référentiel environnemental, donc cet espace, donc sur cette forêt, j'ai lu parce que j'ai bien lu le cahier, hein, quand même, je ne pars pas de rien, est marqué par la coexistence des processus naturels holocènes et des activités anthropiques historiques, donc défrichement, pâturage, charbonnage, influençant l'évolution de la végétation avec la disparition de certaines essences. Donc, effectivement, quand on voit ça, quand on entend un petit peu un certain nombre de présentations aujourd'hui, sans aucune pression anthropique, on peut imaginer comment cette forêt aurait pu évoluer. Et est-ce qu'on peut imaginer finalement d'utiliser ces référentiels plus anciens pour améliorer la gestion de cet espace actuel, pour restaurer peut-être un écosystème Enfin voilà, ce sont des questionnements. Est-ce que ça a du sens de raisonner comme ça? Et est-ce qu'on peut s'appuyer un peu sur ces travaux pour avancer un peu sur cette question? Vincent Robin. C'est une question très large, très ouverte. Pour répondre de façon tout à fait triviale, oui, bien sûr que ça a du sens. Donc effectivement, ce qui était dit aussi dans ton discours, c'était l'idée de cette espèce de serpent de mer, là, l'état de référence, quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est au cœur de nos questionnements aussi quand on veut travailler avec des gestionnaires, des aménagistes, des décideurs, etc. Et moi, je suis écologue, donc je fréquente d'autres communautés scientifiques que le paléo. Désolé, personne n'est parfait. Et dans ces communautés-là, notamment tout ce qui est écologie de la restauration, vient très régulièrement, comme demande, définir des écosystèmes de référence. Et on assiste à différents ateliers, workshops, conférences, où il y a une espèce de sentiment d'abandon, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, de la part d'un certain nombre de gestionnaires, d'écologues scientifiques modernes, où ils n'ont pas les données pour définir des états de référence, et ils vont du coup se porter sur des bases de données existantes, générales, globales, etc. Et je trouve que un des questionnements à avoir qui me semble important, même si ça tend à être moins problématique quand même qu'il y a peut-être quelques années, c'est quand même de décloisonner et de se rapprocher peut-être de questions en termes de gestion, en termes de besoins des gestionnaires, et essayer de faire plus de pédagogie peut-être sur le fait que les données paléo peuvent contribuer directement, localement ou régionalement, etc., à donner ces informations sur l'état de référence. Et avant de passer la parole aussi, après on peut aussi questionner finalement ce qu'est l'état de référence. Est-ce que c'est un état de référence initial? Est-ce que ce sont des états de référence? Je pense qu'il y a eu pas mal de travail là-dessus. Moi, à titre personnel, je préfère parler de trajectoire de référence plutôt que d'état, qui induit un certain nombre d'acteurs, notamment des décideurs et puis des gestionnaires. Quand on parle d'un état ou d'état de référence, la crainte, entre guillemets, d'être fixé sur un état initial qui n'est pas forcément réatteignable entre guillemets aujourd'hui, étant donné le développement socio-économique des dernières décennies, voire des derniers siècles. Mais néanmoins, c'est pour ça que cette idée de trajectoire me semble plus adaptée pour répondre aux enjeux de restauration écologique. Merci Vincent. On peut rebondir d'ailleurs immédiatement donc, sur le sujet donc, avec Olivier Rousset, hein, donc, qui peut nous éclairer sur les études un peu plus long terme réalisées en forêt publique et les enseignements qu'on peut tirer justement pour la gestion actuelle de ces diverses questions. Pour la forêt publique, il nous est demandé de contribuer fortement à la stratégie nationale des aires protégées et notamment de placer 10% de la forêt publique en aire de protection forte. Je dis bien aire de protection forte dans les années à venir. On est aujourd'hui à peu près à 5%. Alors comment on détermine ces nouveaux pourcentages? On s'appuie justement sur des données à long terme. Alors le long terme pour nous c'est plutôt début du 19e siècle parce que c'est là où le couvert forestier était le plus réduit, justement parce que c'était après l'usage des forêts comme ça nous a été présenté par l'orateur précédent. Donc on part notamment des données des cartes d'état-major qui ont été élaborées entre 1816 et 1866, qui sont assez précises sur le couvert forestier pour définir ce qu'on appelle des forêts anciennes et qui ont un couvert boisé continu jusqu'à aujourd'hui. Et donc il y a toutes des espèces, il y a des cortèges d'espèces, une biodiversité associée à ces forêts anciennes qu'on essaye de protéger à travers ces aires de protection fortes. Ça peut être des réserves biologiques intégrales, des réserves biologiques dirigées que l'on met en place dans les forêts publiques, des réseaux de îlots de vieux bois.
Alors pour autant, est-ce que ce sont des écosystèmes de référence? Nous, ce qui nous interpelle beaucoup en ce moment, bien sûr, c'est les effets du changement climatique sur les forêts. Donc on ne peut pas avoir une vision statique de ces écosystèmes de référence, puisqu'on a mis en place des modèles au sein de l'Office, où on a croisé les scénarios du GIEC avec l'auto-écologie des principales essences forestières. Et à travers les différents scénarios du GIEC, on regarde si les essences forestières actuelles seront vulnérables ou pas à des pas de temps de 2050, 2070 et 2100. Et on s'aperçoit que si on se met sur un scénario à plus 3 ou plus 4 degrés, les plus principales essences forestières ne pourront pas perdurer à l'échelle de 2070. Donc les écosystèmes qu'on peut considérer de référence aujourd'hui, il faut aussi qu'on les regarde au prisme du changement climatique. Et d'ores et déjà, on a plus de 20% des forêts publiques qui sont dépérissantes, pour lesquelles on doit faire de la restauration écologique sur ces espaces-là. On estime qu'on aura au moins 60% de nos écosystèmes forestiers qu'on devra restaurer à l'échelle 2100. Et donc là, on travaille aujourd'hui sur quelle restauration écologique pour nos forêts en métropole. Et on s'appuie sur des concepts comme la migration assistée des espèces. On prend par exemple des provenances de hêtre, qui est une espèce qui est vouée à disparaître d'ici 2100 sur une grande partie du territoire métropolitain. On prend des provenances méridionales. Par exemple, on a encore des reliques de hêtre à la Sainte-Baume qu'on va planter dans des forêts comme Verdun, en Lorraine, parce que voilà, elles ont un patrimoine génétique qui s'est adapté dans des contextes plus méridionaux. Donc voilà un peu les stratégies que l'établissement met en place pour restaurer, préparer la restauration d'un grand nombre d'écosystèmes forestiers dans les années à venir. C'est intéressant parce que finalement, c'est de l'ingénierie écologique qui consiste à transférer spatialement des écosystèmes du sud vers le nord pour accompagner les variations latitudinales du changement climatique. Donc c'est un nouveau concept, il faut délocaliser les écosystèmes pour les conserver. Oui, parce que quand on regarde la vitesse de déplacement, il y a des études scientifiques là-dessus, la vitesse de déplacement de chacune des essences, en termes de dissémination des graines, etc., par rapport à l'amplitude du changement climatique, cette vitesse est insuffisante pour que les peuplements forestiers puissent s'adapter sur place, malgré la grande variabilité du patrimoine génétique de nos forêts publiques, qui sont largement issues de régénération naturelle, avec les variations aussi brutales de température. Les peuplements, les principales essences forestières, celles qui quand même produisent aussi du bois, qui est le matériau principal de l'économie décarbonée que le gouvernement veut mettre en place, elles ne résisteront pas à de telles vitesses. Vincent ? Fait aussi écho à des questions de temps long, la question de la migration des espèces. On est un certain nombre d'écologues, paléoécologues à avoir travaillé sur la migration des espèces post-glaciaires. Et finalement, c'est des mécaniques, les traits fonctionnels et biologiques que ça peut mettre en place, les variétés génétiques, les hybridations, etc. Ça, c'est des schémas qu'on a étudiés aussi sur du temps long. Et les données qui sont utilisées aujourd'hui sont en partie aussi issues de ces informations obtenues sur le temps long. Merci. On peut d'ailleurs poursuivre un petit peu dans le même registre, puisqu'on a aussi parlé de ces histoires d'écologie, d'ingénierie écologique. On arrive doucement sur le terrain des solutions fondées sur la nature. Alors peut-être que je peux passer la parole à Frédéric Schluss, qui pourrait peut-être intervenir sur dans ce contexte, ce qu'apportent les études sur le temps long avec la problématique des environnements de référence. Donc la vision un peu de l'OFB. Une vision un peu large, une question aussi très ouverte. Oui, parce que la vision de l'OFB, moi, je ne l'ai pas entièrement. Mais c'est pas vraiment la vision de l'OFB, voilà. mais c'est la vision de Frédéric Schluss. Je suis juste présidente du conseil scientifique de l'OFB, donc c'est pas tout à fait la même chose. Oui, tout à fait. Non, ce que nous apportent les temps longs, alors, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants à discuter. Alors, ça ne va pas être forcément uniquement relié aux éléments de référence, aux écosystèmes et environnements de référence, mais on l'a entendu aujourd'hui, c'est prendre en compte cette diversité temporelle et géographique. C'est-à-dire que on parle beaucoup aujourd'hui de transition, alors vous avez parlé de révolution qui n'en est pas une, etc. Et on avait fait au muséum une journée comme ça sur archéologie et transition. En fait, ça remet en question tout un tas de termes
qu'on utilise. Et ça, c'est vraiment intéressant pour se replacer dans des... Voilà, on n'est pas dans des effondrements. Il y a eu des changements rapides, brutaux, progressifs. Et il y a eu toutes sortes, en fait, de transformations, de transitions. Et ça, c'est important. Et on a parlé aussi aujourd'hui des aspects de la diversité géographique. Parfois, c'était fait sur de larges espaces, parfois en mosaïque. Et donc, il faut éviter d'avoir des visions comme ça qui peuvent être trop homogénéisantes. Ce qui est aussi intéressant par rapport au temps long, et qui n'est pas forcément simple pour des organismes, c'est ces perspectives intégratives. C'est-à-dire que c'est prendre en compte l'ensemble des données. Et on voit bien qu'il y a à la fois, évidemment, les caractéristiques écologiques, quelles étaient les ressources végétales ou animales, mais aussi toutes ces caractéristiques sociales, politiques, démographiques, très culturelles, sur le réseau d'échange des semences, sur la circulation des différentes personnes, puisqu'on apporte avec soi des végétaux ou on apporte des animaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important et qui permet aujourd'hui d'identifier, mais ça, c'est l'écologue qui est à côté de moi pourra mieux en parler, qui permet d'identifier aussi les capacités d'adaptation des différentes espèces. En fait, des études ont montré qu'en fonction des temporalités de colonisation, plus le temps était long de la colonisation humaine, plus les espèces pouvaient s'adapter, et plus ce temps était court, comme dans, par exemple, Australie, Nouvelle-Zélande, et plus il y a eu des extinctions rapides. Donc on voit bien qu'on peut aussi appréhender les écosystèmes de manière un petit peu différente. Ce qui m'intéresse, alors, et qui intéresse l'OFB aussi, je pense, c'est la question, alors en anglais, des narratives et des narratifs. C'est-à-dire comment aujourd'hui on est capable de d'énoncer ces enchaînements dans des cadres spatio-temporels donnés, ces enchaînements de faits et d'événements pour rendre compte de ce qui se passe et de ce qui peut se rendre compte et de ce qui peut se passer. Alors on a beaucoup parlé de modélisation, mais les modèles, je dirais, mathématiques ne sont pas forcément appréhendables par tous, appropriables, ne rendent pas forcément bien compte de l'ensemble des incertitudes et des lacunes que l'on peut avoir. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent sur ces narratifs et donc pour à la fois expliquer ce qui se passe, mais aussi faire des scénarios sur le futur. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis après, évidemment, comment l'archéologie peut, par rapport à l'agriculture, permettre d'avoir des recueils d'activités humaines et puis de leurs impacts sur des environnements. On a parlé d'analogies, on ne peut évidemment pas faire les analogies, mais ça fournit quand même des catalogues, je pourrais dire, de possibles qui ont été étudiés. Et puis il y a aussi tous ces, et puis je terminerai là-dessus, tous ces réponses qui peuvent être, on va dire, socio-inspiration et socio-inspiration dans le temps long, avec des pratiques agricoles, des pratiques d'irrigation, dont on a parlé aussi, c'est Anne-Marie Lésine qui en a parlé tout à l'heure, et qui peuvent être intéressantes à reprendre, tout comme des pratiques de mode de gestion, avec les gestions des communs, dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui, l'intérêt porté aux plantes non domestiquées. Voilà, il y a aussi toute cette inspiration, je ne parle pas de bio-inspiration, mais il y a plus de socio-inspiration, si on peut employer ce terme-là, qui est aussi intéressant à prendre en compte. Je n'ai pas répondu à la question, mais voilà ce que ça m'avait évoqué. Il n'y avait pas vraiment de question, c'était plus voilà, un point de vue. Merci Frédéric. Ben justement, on a parlé des plantes et de la domestication. Ça nous renvoie juste peut-être 2 minutes avant de demander son positionnement à Virginie, à la question de l'alimentation, c'est la problématique des régimes alimentaires et les stratégies alimentaires pour construire un anthropocène durable. Peut-être une réaction sur ce sujet ? Pas technique, par contre. Pas technique, non. Non, ce que ça m'inspire, j'ai été un peu vite sur la fin, c'est qu'apparemment, il y a des adaptations quand on mange beaucoup d'amidon. Et aujourd'hui, on peut se poser la question si tout le monde est bien adapté,
Si par exemple les peuples du Grand Nord, qui culturellement depuis des siècles et des siècles ne mangeaient pas autant de céréales, et on peut aussi se poser par rapport à l'alimentation une autre question. On sait qu'aujourd'hui nos sélections de blé sont des sélections de blé où il y a beaucoup d'amidon, parce que pour la panification, donc on pourrait peut-être adapter les cultures en fonction aussi des populations pour qu'elles aient moins d'intolérance et des choses comme ça. Donc il y a quand même, ces études sur un temps long peuvent avoir quand même des importances sur des choses qui se passent aujourd'hui. Comme par exemple toutes les études sur le lactose. Aujourd'hui, on va dans un supermarché, on trouve du lait sans lactose. On pourrait imaginer beaucoup plus de rayons où il y a des sélections de blé, et on sait qu'il y a des sélections de blé qui n'ont que 28% d'amidon plutôt qu'en avoir 60%. Voilà, on peut imaginer, donc on va vers une médecine qui est plus ciblée, on pourrait imaginer même une alimentation qui est plus ciblée en fonction de ce qui est le patrimoine génétique des populations qui sont le fruit d'adaptation au cours des siècles, voire des millénaires. Merci, c'est une réponse très claire. Alors peut-être qu'on peut poursuivre un peu la réflexion sur le temps long avec Virginie, sur la problématique, cette fois-ci plus des espaces littoraux à travers des trajectoires de vulnérabilité sur un temps long quand même, puisque c'est un temps sur plusieurs siècles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Virginie, si tu réussis à ouvrir le micro? C'est bon? Oui, apparemment c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je vais finalement il y a beaucoup de perspectives possibles dans lesquelles on peut se placer pour essayer de contribuer à un début de réflexion sur la potentielle réponse qu'on pourrait apporter à la question posée, qui est quand même une question complexe. Et voilà. Moi, je vais me placer du point de vue, donc dans une perspective d'adaptation au changement climatique. On est aujourd'hui dans une période, ça a été bien montré, de changements qui sont multiformes, qui sont rapides, qui pour certains sont extrêmement brutaux, avec des effets finalement d'emballement de la machine planétaire. Il y a quelques années, on travaillait sur les risques côtiers. Quand on s'intéresse au littoral, aujourd'hui, on travaille sur les risques côtiers combinés. Il n'y a plus de risques qui ne soient pas combinés. Donc, on est sur des successions d'événements ou sur des co-occurrences d'événements ou sur des phénomènes d'amplification d'impact qui sont aussi dus à une augmentation extrêmement rapide de l'exposition, de la vulnérabilité des écosystèmes et des sociétés humaines. Bref, si on se place dans une perspective d'adaptation, on peut, dans la suite de ce qui a été présenté précédemment, s'interroger sur ce concept très en vogue, qui est celui de solution d'adaptation fondée sur la nature ou d'adaptation fondée sur les écosystèmes, le premier englobant le second. Ça nous renvoie à une question qui est absolument fondamentale et quelque part existentielle pour les sociétés humaines, et qui est de se demander si finalement, pour faire face au changement climatique, on peut compter sur les écosystèmes. Quand on est sur le littoral, ça revient à interroger. Alors moi, j'aime pas tellement l'approche par les services écosystémiques, mais elle est très utile. Elle a un côté assez utilitariste. C'est ce qui fait que je l'aime pas tellement, mais elle est utile et je l'utilise comme d'autres. Moi, le service qui m'intéresse, c'est le service de protection côtière. Autrement dit, la capacité des écosystèmes marins et côtiers, d'une part, à amortir la houle, notamment les vagues de tempête, et d'autre part, à produire, c'est le cas des récifs coralliens, je vais vous emmener un peu en milieu tropical parce que moi, c'est là que je travaille, à produire du sédiment ou à capturer, fixer du sédiment. C'est le cas de l'ensemble des écosystèmes marins et terrestres végétalisés, des herbiers marins en passant par les mangroves et en arrivant sur nos plages et nos dunes qui accueillent des systèmes côtiers donc végétalisés. Donc, si on essaie d'interroger la capacité des communautés humaines à utiliser ce service de protection côtière rendu par les écosystèmes, pour plein de raisons. D'abord parce que l'ingénierie lourde, le dernier rapport du GIEC le montre bien, c'est souvent mal adaptatif, donc beaucoup d'effets pervers, de cercles vicieux, etc., dont on n'arrive pas à se sortir.
Aussi parce que relocaliser les populations humaines à distance des côtes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On estime qu'il faut une trentaine d'années pour pouvoir mener en bon ordre et avec quelques chances de succès un plan de relocalisation. Voilà, pour citer deux grandes autres alternatives. Donc ça amène un certain nombre d'acteurs opérationnels, d'acteurs publics, je pense au Conservatoire du littoral, à essayer justement de mettre en avant le potentiel d'adaptation au changement climatique des écosystèmes dans une perspective, d'une part, de réduction des risques côtiers actuels et futurs, et tout en produisant deux bénéfices majeurs, une augmentation de la biodiversité, un soutien à la biodiversité, et d'autre part une amélioration du bien-être humain, puisqu'on sait que si on s'appuie sur les solutions fondées sur la nature, il va falloir redonner de la place aux écosystèmes sur le littoral, ce qui fait que l'accès au littoral sera renforcé et que tout un tas d'activités récréatives, par exemple, pourront se développer. Donc moi, j'entre dans la question qui est posée par ce biais-là, et il en ressort plusieurs choses. Il en ressort, je suis en train de conduire, alors quand on veut traiter de cette question, dans un chapitre du GIEC, moi j'étais dans le chapitre sur les petites îles, plutôt tropicales, des 3 bassins sur lesquels je travaille, on est extrêmement embêté face à la demande des gouvernements qui était finalement de savoir quelles solutions aujourd'hui fonctionnent et donc vers quoi il faut aller. Quand on veut interroger le potentiel des solutions d'adaptation fondées sur la nature, on est confronté à une énorme difficulté qui est qu'elles sont complètement invisibles dans le paysage des productions scientifiques. Elles sont invisibles ou très peu visibles. On ne possède pas de système de recensement, de cartographie sur lequel on pourrait s'appuyer. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème auquel on est confronté est celui qu'un certain nombre d'idées circulent qui sont que aujourd'hui, elles sont très à la mode. Les bailleurs de fonds internationaux dédient des budgets qui sont absolument colossaux au soutien de projets d'adaptation fondés sur les écosystèmes, sous prétexte que ces solutions sont faciles à mettre en œuvre, efficaces, peu coûteuses, super avantage aujourd'hui, peu coûteuses, et potentiellement qu'elles ne génèrent pas d'effets collatéraux négatifs, donc elles n'auraient pas de potentiel maladaptatif. Quand on s'attaque à la question à partir de collecte de données sur le terrain, moi je suis géographe, j'achève le recensement d'une petite trentaine de projets d'adaptation fondés sur la nature dans les Outre-mer. On s'aperçoit de plusieurs choses. On s'aperçoit déjà que ces postulats tombent d'eux-mêmes. Partout, on nous dit c'est complexe à mettre en œuvre. En termes d'efficacité, on n'est carrément pas sûr que ça marche. Ça coûte très cher et les financements qui nous sont alloués ne nous permettent pas de les déployer dans de bonnes conditions. Et puis, dans certains secteurs, ça peut aussi être complètement maladaptatif ou ça peut générer des inconvénients. Par exemple, planter de la mangrove, vous allez avoir une augmentation des proliférations de moustiques, des maladies qui vont avec, etc. Donc interroger tout ça amène quand même à être très vigilant, je dirais, sur plusieurs points. La première chose qui ressort de ces études qu'on commence à mener est qu'il y a une très large préférence pour la restauration d'écosystèmes par rapport à la protection de l'existant ou la meilleure gestion des écosystèmes existants et qui sont petit à petit affaiblis par les pressions anthropiques, non seulement globales, mais aussi par les pressions anthropiques locales, qui sont directes. Donc on se jette sur la restauration, alors qu'on est dans une phase dans laquelle on continue à perdre la biodiversité des écosystèmes, et on voit que le déclin des écosystèmes existants est précipité par des logiques de développement et d'aménagement non soutenables. Je pense aux récifs coralliens. Dans nos outre-mer, ils sont à 70% en bon à très bon état de santé, là où il n'y a pas de pression humaine ou là où il y en a peu, et ils sont, à l'inverse, pour 70% en mauvais à très mauvais état de santé, là où il y a de l'humain. Donc c'est la première chose que ça montre.
Le dernier point, et j'en finis. Donc là, je vais essayer de revenir sur ce concept qu'on nous a proposé d'interroger et qui est celui de référentiel environnemental ou de référentiel écosystémique. Il est très complexe à manipuler. On a bien sûr des référentiels en tant que scientifique. Un récif corallien possède un taux de recouvrement en coraux vivants de 90% dans tel atoll des Tuamotu. Un événement de blanchissement corallien survient, qui est suivi par un cyclone. On peut voir la résilience de l'écosystème. Voilà. Des référentiels de ce type sont évidemment absolument indispensables. Par contre, dès qu'on se place dans une perspective d'adaptation, pour moi, un référentiel environnemental, il est nécessairement connoté politiquement, c'est-à-dire qu'il doit répondre à un objectif sociétal, hein, il doit répondre à un défi sociétal. Et si le défi sociétal, c'est la protection contre les risques, à ce moment-là, on a un impératif qui est de mesurer l'efficacité, par exemple, des mesures que l'on déploie, et on a aujourd'hui beaucoup d'incertitudes sur l'efficacité potentielle des écosystèmes, à répondre aux risques futurs pour tout un tas de raisons qui sont associées au déclin de ces écosystèmes. Ensuite, ça doit être tenable. Ce référentiel, hein, ou cet écosystème de référence que l'on veut maintenir ou renforcer ou restaurer, il doit être tenable. Tenable dans les conditions climatiques et environnementales actuelles, qui ne sont absolument pas celles du passé. Donc ça, c'est fondamental. Il doit être acceptable. Hein, il doit être acceptable. Et cette acceptabilité sociale, elle est fondamentale. Là où vous restaurez de la mangrove à Mayotte sans prendre en compte la pression sur l'arrière-mangrove des éleveurs de zébus, vous vous retrouvez en situation d'échec. Et c'est partout comme ça. Et enfin, je dirais qu'on a même des cas dans lesquels c'est l'homme qui a créé des écosystèmes. Polynésie française, île de la Société, on a de la mangrove, elle a été introduite par l'homme dans les années 70, aujourd'hui elle s'est développée. Elle occupe des environnements intertidaux dans lesquels il n'y a pas grand-chose d'autre comme écosystème potentiellement producteur de bénéfices pour la société. Donc on se retrouve avec deux clans scientifiques opposés, l'un pensant que ces mangroves sont finalement une opportunité extraordinaire et qu'il faut les maintenir, voire favoriser leur développement, et d'autres à l'opposé qui vont considérer que non, ça ne fait pas partie du référentiel initial et qu'à partir de là, il faudrait peut-être les supprimer. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de portes d'entrée pour interroger la question et pas évident d'apporter des réponses. Merci Virginie pour cet exercice très court et très dense. Il nous reste 6 minutes et donc on va prendre quelques questions, bien sûr. Si la salle ou le distanciel veut s'exprimer ou poser des questions à nos intervenants de la table ronde, je vous en prie, c'est le moment. Ils sont là pour vous encore pendant 6 minutes. Si même vous voulez réagir entre vous, bien entendu, donc à ce qui a été dit.
Merci pour votre question. Je pense que Frédéric et puis Vincent vont vous répondre. Alors, je ne vais pas répondre complètement, mais c'est une très bonne question parce qu'effectivement, le temps des uns, c'est pas le temps des autres. Hein. On voit bien chacun en fonction de ses périodes. Moi, chaque fois que je parle avec mes collègues, ils me disent « Ah oui, mais il y a le temps long, très long, etc. » Ce qu'il me semble, vous l'avez dit à la fin, c'est qu'effectivement, on voit qu'il manque une compréhension de ces dimensions-là par, je veux dire, plutôt les gestionnaires ou les décideurs. Il y a vraiment besoin d'une acculturation à ces questions. Question du temps long et d'une manière générale de sciences humaines et sociales. Hein. Quand on voit à l'Office français de la biodiversité, alors qu'il fait un excellent travail, évidemment, mais c'est surtout des formations d'écologues. Géographes, je pense qu'il y en a assez peu. Sciences humaines et sociales, ça se compte sur les doigts d'une main. Puis alors, archéologues, il y en a 0. Et donc, c'est vrai, plus de pluridisciplinarité aussi dans l'ensemble des organismes qui gèrent. On a vraiment besoin de ça parce que sans personnes compétentes qui comprennent bien l'ensemble des enjeux, on aura du mal à se parler véritablement. Et dans le conseil scientifique de l'OFB, il y a beaucoup de disciplines, mais il n'y a personne sur le temps long. Et c'est peut-être un manque, il faut reprendre ça. Et c'est des vraies questions, parce que parler entre disciplines, vous le savez bien, vous le faites quand même beaucoup, certainement plus que d'autres, mais ça demande quand même un langage commun, comprendre les méthodes des uns et des autres, et puis ce temps, il est long, très très long. Merci Frédéric. Vincent, oui, rapidement, ce qui a été dit juste avant, et puis par ma voisine aussi, pour moi, ça questionne aussi la pratique. C'est-à-dire, plus que l'échelle de temps, l'espace, c'est la pratique qui peut être plus ou moins, ou les pratiques qui peuvent être plus ou moins impactantes pour les trajectoires écologiques et pour les sociétés humaines, pour cette question de durabilité. Hein. Ce matin, ce terme a été abordé par un des élus, je crois, qui disait qu'effectivement, c'est pas facile de dire ça, c'est durable. Évidemment, c'est pas noir ou blanc, mais je pense qu'une des contributions des approches rétrospectives, paléo, c'est peut-être pouvoir contribuer à dire des actions qui sont pas durables ou qui sont durables, qui semblent plus en accord avec la durabilité, la notion moderne qu'on en a aujourd'hui. On peut aussi poser la question, du coup, pour ces éléments-là de la quantification, hein, parce qu'il y a cette question du seuil, justement, la durabilité, pour moi, elle renvoie à la question de franchissement de seuil. Et donc, effectivement, ça, c'est des éléments qu'on peut amener en tant que paléoécologue, paléo-environnementaliste, dans les discussions qu'on peut avoir. Moi, à titre personnel, je contribue dans un certain nombre de comités scientifiques, où souvent on se heurte, et c'est logique, à la réalité actuelle, court-termiste de la socio-économie, du monde réel, entre guillemets. Et effectivement, peut-être que avoir plus de contributions paléo-environnementales dans le débat public en général, et puis dans le débat d'experts, gestionnaires, scientifiques, permettrait d'inverser peut-être les priorités. On parlait des enjeux de protection, que ce soit en zone côtière, mais ailleurs, hein, de la biodiversité dans les écosystèmes. C'est vrai que souvent il y a le principe de réalité qui est dépassé par des enjeux globaux, enfin qui dépasse les enjeux globaux et qui sont en fait finalement beaucoup plus importants, on le sait scientifiquement, que le principe court-termiste. Et on a souvent finalement assez peu d'arguments à avancer, quoi. Merci. Sylvana, peut-être une dernière... C'était également un commentaire par rapport à quelque chose que vous avez dit, madame. Quand vous parliez de relocaliser sur les personnes qui sont sur les littoraux, vous avez dit que ça va prendre beaucoup de temps, 30 ans. À l'échelle de quelqu'un comme moi, 30 ans, c'est rien. Et je pense qu'on peut faire le trait d'union avec ce qu'on a dit ce matin, avec tous les élus qui étaient là. C'est que je ne suis absolument pas d'accord que les gens ne comprennent pas quand on leur explique. Je pense que si vraiment on fait un effort de ne pas rester enfermé dans nos disciplines, de communiquer beaucoup plus, je pense que le public peut comprendre que 30 ans, ce n'est pas très long. Hein. Des enfants qui naissent aujourd'hui vont avoir 30 ans en 2050, un peu moins. Et je pense que tout le monde peut comprendre ce discours. Et si c'est difficile pour des problèmes de propriété, de droit et tout ça, on peut le comprendre, de problèmes juridiques. Moi, je m'interroge encore sur les bâtiments publics payés par l'État, par les collectivités, qui se font
sur le littoral. Et je viens d'une région comme Marseille, où on a fait beaucoup de travaux ces dernières années, des musées qui sont absolument magnifiques, que j'aime beaucoup. Et je ne voudrais pas qu'on croie que je n'aime pas beaucoup Marseille, mais je pense que peut-être il y avait des endroits un peu plus opportuns, on aurait pu donner l'exemple. Et là, on s'oriente, merci Sylvana, vers une conclusion. Finalement, c'est quasiment la conclusion de cette table ronde. Juste pour rajouter, pour aller dans le même sens, depuis que Cynthia, la doctrine de l'État a évolué, aujourd'hui, on n'est plus pour la partie littorale sur des aspects de défense côtière, mais on est sur un nouveau concept qui émerge, c'est ce qu'on appelle la recomposition territoriale, et on peut justement bénéficier de cette nouvelle doctrine de l'État et de cette nouvelle vision du monde pour pouvoir réinjecter du temps long dans la recomposition territoriale et ne pas recommettre les errements et les erreurs qu'on a fait depuis une cinquantaine d'années en termes d'aménagement. Bon, sur ces quelques mots de conclusion, je vous remercie. Je remercie donc les auditeurs en présentiel, en distanciel, les participants à cette table ronde, et je pense que je vais rendre le micro à Mathieu pour la suite et la fin de cette journée. Merci. Merci Marc, merci à tous les intervenants de cette table ronde autour de cette discussion. Je vais inviter maintenant Anne-Hélène Prieur-Richard, qui est donc responsable du département environnement, écosystème et ressources biologiques de l'ANR et qui a directement finalement dirigé et puis encadré nos travaux de prospective et de travail sur le cahier ANR et le colloque. On lui doit beaucoup, je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Merci beaucoup Mathieu et merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette journée, soit en présentiel, soit à distance. Je ne vais pas être très longue parce que je sais que la journée a été longue. Je veux juste peut-être souligner 2-3 choses. La première chose, c'est que ce colloque a présenté juste ce qu'on appelle maintenant en bon français un teaser, c'est-à-dire juste quelques aperçus de la recherche qui a été financée par l'ANR sur cette thématique du temps long et de les interactions avec les enjeux sociétaux actuels. Et donc, je vous encourage très fortement à lire l'ensemble du cahier. Et si vous ne voulez pas tout lire, il y a une synthèse au départ, ce qui est bien. Et rappelez que vous le trouverez en libre accès sur le site de l'ANR sous format PDF. Donc, n'hésitez pas à y retourner, puis également à le disséminer à vos collègues étudiants. Voilà, il y avait quelques étudiants aujourd'hui et je trouve que c'est important que ce genre de colloque leur soit également ouvert. La chose que je voulais également rappeler, c'était un peu l'objectif à la base de faire ce type-là de cahier et puis ensuite de colloques de restitution, parce que je pense que c'est un des mandats qu'on a également à l'Agence nationale de la recherche, pas uniquement de financer la recherche, mais également de la valoriser, de valoriser autant que cela se peut les résultats de ces projets de recherche qui adressent différents aspects. Et donc, je trouve que ça, c'est particulièrement important. Et puis, il y avait un deuxième objectif, c'est que lorsqu'on peut regarder, prendre un petit peu de recul sur ce qui a été financé, alors effectivement, on a une portion uniquement de la recherche qui a lieu à l'heure actuelle, mais on peut voir déjà, et on l'a vu aujourd'hui, émerger non seulement des fronts de sciences, mais également des nouvelles approches, méthodologies qui se développent et qui vont effectivement petit à petit influencer la prochaine génération de projets de recherche. Et donc ça, je pense que c'est particulièrement important qu'on contribue également à cette réflexion. Et on s'en sert également parce qu'il y a aussi une utilité directe, c'est-à-dire pour la préparation de nouveaux appels à projets de recherche. Et ça comprend également l'appel à projet générique, qui est notre plus gros appel, et pour lequel on va entamer l'année prochaine la préparation du prochain triennal, puisqu'on a un triennal tous les 3 ans qui ne rebat pas totalement les cartes, mais qui permet de faire évoluer en fonction de l'évolution des communautés de recherche les enjeux que l'on doit porter. Et de ce côté-là, je vais rien innover. Ça a été déjà dit certains points déjà en introduction par Magali Regueza ou par Thierry Damerval. Mais je voulais ressouligner quand même que un des aspects est que l'on veut continuer à poursuivre, et je pense que cette journée en est un des
des marqueurs, c'est l'importance de la recherche fondamentale qui peut, à un moment donné, servir à adresser des enjeux sociétaux importants. Alors effectivement, ce colloque était orienté particulièrement là-dessus, mais je pense que beaucoup de projets qui ont été déposés en 2005, 2006, 2007, 2008 ne l'ont pas été faits automatiquement dans cette perspective-là. Et c'est uniquement le fait de pouvoir regarder ces résultats sous un autre œil qui a fait évoluer les choses et qui nous a permis d'avoir ce colloque aujourd'hui. Et donc, ce continuum de recherche, de la recherche fondamentale à la recherche-action est particulièrement important pour notre mandat. Et puis, revenir également il était mentionné à la fin l'importance de la diversité. Quelqu'un a mis l'indisciplinarité dans sa présentation. Et donc, je pense que ça, c'était également une des choses importantes de la journée, c'est-à-dire qu'on a à la fois besoin de recherche disciplinaire, inter- et transdisciplinaire. Et là aussi, je pense qu'on peut... Voilà, il ne faut pas avoir peur de déposer un projet qui soit l'un, soit l'autre, soit le troisième, parce que c'est l'ensemble qui permet vraiment de faire des avancées. Et donc, pour ne pas être plus long, je vais juste terminer par quelques remerciements. Et mes premiers remerciements vont à vous, porteurs de projets, coordinateurs de projets, pour l'implication que vous avez eue, à la fois dans le cahier et dans le colloque. C'est-à-dire que sans vos apports, sans votre volonté de... voilà, il y avait un des projets qui était présenté, qui a été financé il y a de ça très longtemps, mais de vouloir à nouveau regarder ce que l'on a fait dans le passé n'aurait pas pu avoir lieu aujourd'hui. Et puis, mes seconds remerciements vont à l'équipe rédactionnelle. Alors, je ne vais pas toute la citer, elle est mentionnée dans le cahier, comme ça, je ne vais pas faire de faute. Mais effectivement, cette équipe rédactionnelle donc, qui a été coordonnée par Mathieu Gélardi et qui a permis justement de porter cette réflexion et cette synthèse derrière. Donc, un grand merci. Et puis, également à toute l'équipe pour cette journée et également pour le travail sur le cahier de la direction de la communication de l'ANR, qui a été nombreuse aujourd'hui, et donc encore un grand merci. Et enfin, un remerciement particulier à Mélanie Pateau, parce que c'est une cheville ouvrière. Et elle a été non seulement dans la préparation du cahier et du colloque, mais elle l'est également dans le suivi de vos projets, c'est-à-dire que, alors peut-être pas tous, mais un certain nombre d'entre vous ont pu travailler avec elle au cours des années et donc ça fait partie du mécanisme qui permet d'accompagner pour que les projets se passent bien le mieux possible. Ça ne fait pas tout, mais c'est important de souligner que c'est ce travail au long cours qui permet de faire aboutir un certain nombre de projets de recherche. Donc merci beaucoup et encore merci à vous tous et j'espère qu'on se retrouvera dans d'autres types d'événements où on pourra continuer les discussions qui ont été très riches durant toute cette journée. Donc merci beaucoup à tous et bonne soirée.